nous a expliqué aussi que la thématique 2019, c'était la thématique intelligence artificielle. Cette plénière va s'intéresser à ce sujet, au sujet de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais nous, on va en parler dans l'industrie. Pourquoi c'est important? Comment on peut en tirer bénéfice? Quelles sont les bonnes pratiques pour basculer sur l'intelligence artificielle? Ce sont les questions auxquelles vont tenter de répondre mes experts, les experts Mulhouse, les experts Miami, les experts Las Vegas, nous avons les experts Mulhouse. Merci d'accueillir Guillaume Tardiveau, Nelly Recrosio, Florian Moher et Jean-Jacques Pittet. Installez-vous. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Je vais vous présenter mes camarades de jeu pour cet après-midi, cette première table ronde. On va commencer avec Nelly Recrosio. Vous êtes directrice grand compte chez EDF. Alors EDF, vous connaissez l'énergie, mais c'est à la fois un industriel et aussi un prestataire qui offre des services à ses clients. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de vous écouter sur notamment les offres que vous développez, des offres qui incluent de l'intelligence artificielle que vous proposez à vos clients. Et en tant qu'industriel, vous utilisez également ces technologies. On aura votre témoignage. Juste à côté de vous, nous avons Guillaume Tardy-Vaux, vous êtes directeur du domaine de recherche entreprise numérique chez Orange. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il travaille avec les mines sur la réduction de CO2 dans l'industrie grâce à l'intelligence artificielle. Vous nous donnez des exemples sur ce sujet. Juste à côté de vous, nous avons Jean-Jacques Pittet, qui est de la société LK, qui fait du conseil aux entreprises pour optimiser les processus. Et à ma droite, nous avons Florian Moher, qui est du Centre allemand d'intelligence artificielle et il travaille notamment sur le transfert entre les académiques et l'industrie sur toutes les technologies, beaucoup de technologies, mais notamment l'intelligence artificielle. Il va parler en anglais, donc si vous avez des difficultés avec la langue de Shakespeare, n'hésitez pas à prendre des casques de traduction. Messieurs, dames, on va commencer par la première question que les personnes qui sont dans la salle se posent. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle? Pourquoi c'est important? Pourquoi l'industrie doit s'intéresser à cette question? May I rephrase the question in English? Why is artificial intelligence important for the industry? And why should people in the audience care about artificial intelligence? Qui veut répondre? Yeah, Florian? thank you for this question. I think in Europe we have to have a look to America and to China, and we see that big companies there are really awesome in doing some research, but rather doing the innovation in AI, using AI for some applications. And I think we have to work here together to have a chance to beat them in a way which we can provide here in Europe, because we have the experience of a lot of years of manufacturing, and this is experience which is very special here in Europe. And we have an example from a steel mill in Luxembourg, and they tried to build a physical model of this process of the fluid steel, and after 20 years they exit this project because they are not able to build this physical model, and now they're trying this with machine learning, and after 3 years they have a model which is better than the best of the machine trials they have before. And so we have the opportunity to optimize our processes in a way which we are not able to do it before. So, l'optimisation des processus qui peut se faire de façon encore plus précise, encore plus fine avec l'intelligence artificielle. Jean-Jacques Pittet, vous avez un micro normalement qui est dans le coin. Vous êtes un spécialiste de l'optimisation des processus, c'est un peu votre métier que d'aller aider les entreprises sur ce sujet. Vous êtes d'accord avec ça? Les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est aussi celui-là? Je suis complètement d'accord. C'est le bon moment de le faire parce qu'on peut le faire. De plus en plus, nos processus ils deviennent digitaux. Et d'avoir des processus digitaux, c'est la base pour faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Ça existe depuis les années 80. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais maintenant, on commence à voir la base des données
digital dans nos processus qui nous permet d'utiliser ces capacités. Guillaume, vous voulez, sur ce sujet, sur les enjeux? Bon, alors, je pense que l'enjeu c'est que les objets, les machines, commencent à avoir des yeux et des oreilles, hein, et qu'ils commencent à pouvoir comprendre, capter leur environnement, prendre des actions dessus. Ça va complètement changer des façons de travailler. Ça va permettre de détecter des choses qu'on ne pouvait pas détecter avant, de prédire des choses, de proposer des actions. Alors que donc on sort en fait totalement du domaine de la machine passive sur une ligne de production pour en arriver à quelque chose de différent, quelque chose avec lequel on va pouvoir aussi interagir. D'ailleurs, alors on va pouvoir interagir éventuellement verbalement, vocalement. Et du coup, on se dit que on va vraiment travailler main dans la main avec des machines, et non plus avec des machines asservies, mais qu'il va falloir s'interroger sur la manière dont on positionne l'humain par rapport à la machine sur une ligne de production, quelles sont les options d'ergonomie qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, souvent, dans ces options d'ergonomie, on se rend compte que l'intelligence artificielle elle-même peut apporter énormément pour avoir une expérience entre la machine et l'humain qui soit parfaite, qu'il y ait une bonne symbiose, qu'on ne crée pas des risques supplémentaires, etc., etc. Donc voilà, pour moi, le fait de donner des yeux et des oreilles aux objets, ça va tout changer. Oui. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Oui, sans doute. Alors pourquoi EDF s'intéresse à l'intelligence artificielle ? Tout simplement pour être plus performant. Moi je crois que la réponse que j'apporterai à votre question, c'est la performance industrielle, alors de notre parc de production, de nos clients, comme on va le voir dans 5 minutes. Et puis moi je rejoins assez ce qui a été dit, c'est que finalement aujourd'hui on se rend compte qu'on a une masse de données dans l'industrie, disponible, c'est un peu la bouche et les oreilles des machines, c'est un peu ce que vous avez dit aussi, on a une masse de données disponible, et si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui permet de produire de la connaissance ou des raisonnements à partir de cette masse de données. Et les nouvelles technologies aujourd'hui dont nous disposons permettent justement de faire fructifier au mieux et d'exploiter cette masse de données. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il faut le faire pour finalement, et je rejoins ce que vous dites sur l'humain, c'est-à-dire finalement pour avoir des experts et des techniciens augmentés. Des experts et techniciens augmentés. Parce qu'on n'oublie pas l'homme, on a souvent, quand on a cette idée de l'intelligence artificielle qui remplace l'homme, et on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas, hein. On parle plus d'accompagnement, d'hommes augmentés, de travail avec la machine. Alors rappelez-vous, hein, toutes les plénières sont extrêmement interactives. Il y a un numéro qui va s'afficher, c'est le 06 44 69 24 28. 06 44 69 24 28. Posez vos questions, je les reçois sur la tablette et je les pose en temps réel à mes invités plutôt que d'attendre la fin. On pourra faire une séance de questions-réponses plus formelle, mais ça vous permet de poser votre question tout de suite et qu'elle soit répondue en permanence. Donc on a compris l'intérêt, hein, les yeux et les oreilles, les processus métiers qu'on optimise grâce avec l'intelligence artificielle, cette masse de données qu'on arrive, qui donne les yeux et les oreilles pour optimiser les processus de l'entreprise. Mais tout ça reste un peu obscur, reste un peu théorique. J'aimerais que vous me donniez des exemples très concrets de la façon d'utiliser ces technologies en entreprise. Peut-être commencer par vous. Chez EDF, comment vous utilisez l'intelligence artificielle, par exemple, pour améliorer vos processus, Nelly ? Alors, d'abord, sur la partie énergétique, on peut peut-être dire, et puis je viendrai tout de suite aux exemples, mais je voudrais juste indiquer qu'il y a sans doute 2 voies pour produire de la connaissance à partir des données et puis optimiser. C'est l'optimisation des procédés, donc optimisation énergétique et maintenance prédictive, je vais y revenir, et puis l'optimisation des flux énergétiques qui se produisent sur un site ou localement sur un territoire. Alors le premier exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple de Metroscope. Alors Metroscope, c'est une spin-off née de notre R&D, c'est aussi un outil que nous avons commencé à mettre en place pour notre parc de production, qui sont nos usines à nous, quelque part. Donc c'est un outil qui est basé sur la modélisation d'un jumeau numérique d'une installation,
donc des circuits de nos centrales en fait, circuits chaleur, vapeur, etc. Et donc nous avons ce jumeau numérique, nous avons le système physique qui est bardé de capteurs et qui produit ces fameuses données, et puis nous faisons fonctionner donc les deux en parallèle. Et ceci permet en réalité, avec des techniques bien sûr, des algorithmes donc IA, et ceci permet en fait en temps réel de prédire en fait, de détecter, de prédire les aléas. Et donc, en fait, de faire intervenir les techniciens de maintenance, les techniciens sur les sites, avant qu'il ne se produise quelque chose de plus désagréable, qui peut être une perte de production. Donc ça, c'est coûteux, mais ce n'est pas encore trop grave. Mais ça peut être la détérioration d'un composant, ou alors ça peut être carrément la rupture, un arrêt de production avec la rupture de quelque chose. Donc là, il s'agit vraiment de prédire des aléas, de faire de la maintenance prédictive grâce à ce jumeau numérique qu'on compare en permanence avec l'installation physique qui produit cette masse de données. Donc on a déjà pu économiser des millions d'euros sur des circuits d'échangeurs grâce à cela. Quand on parlait d'optimisation des processus, il y a aussi les économies qui peuvent être réalisées par ces outils. Par voie de conséquence. Bien sûr. Et donc, si je termine juste sur cet exemple-là, il est intéressant parce que nous l'avons développé donc, pour notre parc de production. Il est déployé maintenant. Il nous a fait faire des économies et nous a permis de faire de la maintenance prédictive. Et puis, nous commençons à le proposer. Maintenant, c'est pour ça que cette spin-off a été créée. Nous commençons à le proposer à nos clients. Oui. Donc, des clients producteurs ailleurs dans le monde, ou alors, des clients qui n'ont pas du tout des centrales de production, mais par exemple des data centers. Parce que les data centers ont un système de production de froid qui est extrêmement important pour le fonctionnement du data center. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont. Mais du coup, la disponibilité est extrêmement importante pour ces data centers. Et le fait d'utiliser Metroscope, d'appliquer Metroscope, donc qui modélise le système de production de froid jumeau numérique et puis qui compare en permanence par rapport au système, eh bien, permet de détecter les aléas, de prédire la défaillance d'un composant et de réduire les consommations électriques du data center jusqu'à 10%, mais également d'éviter le manque de disponibilité de ce data center. Alors, il y a quelqu'un de l'audience qui est un petit peu tatillon, qui avait déjà dit ça tout à l'heure, mais qui le répète, attention, il faut parler de maintenance prévisionnelle et pas de maintenance prédictive. C'est de la mauvaise traduction. Parce qu'on fait des prédictions sur de la maintenance, mais pas... Et alors, il insiste, c'est la norme NF-EN 13306. Je m'incline devant les experts. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette notion de jumeau numérique et le fait d'avoir une modélisation, avoir un jumeau numérique de n'importe quoi. Ça peut être une usine entière, ça peut être une pièce individuelle. Voilà. Oui, voilà, ça peut être un petit morceau de quelque chose, mais le fait d'avoir modélisé, d'avoir ce jumeau numérique, ça permet de le faire vieillir, ça permet de le faire pas mal de choses et faire cette fameuse maintenance prévisionnelle. On va être très très précis dans les termes, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est très gentil de nous le faire remarquer. On va continuer justement sur ces exemples justement de jumeaux numériques, de maintenance, etc. Guillaume, on parlait aussi de robots, parce que beaucoup de machines industrielles aujourd'hui peuvent aussi poser des problèmes de sécurité. Il y a moyen d'utiliser l'intelligence artificielle pour ces machines, pour leur sécurité, notamment. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas spécialement Orange qui fait ça, mais en effet, nous, on travaille dans d'autres domaines avec l'école de cognitique de Bordeaux, l'École nationale supérieure de cognitique. Et là, vous avez un travail assez colossal qui est fait depuis plusieurs années pour voir comment il convient d'interagir avec un robot. Alors, ça paraît, c'est très très humain, c'est-à-dire que il ne faut pas que le robot se déplace très rapidement ou brusquement. Il faut qu'il puisse faire des mouvements qui correspondent un peu à la cadence de vie d'un homme ou d'une femme. Il y a aussi dans la vie des distances à respecter. Sous une certaine distance, on commence à se sentir un peu agressé, etc., etc. Donc ça paraît... c'est vrai que ce sont des choses qui sont un peu soft, mais elles sont très importantes pour le bien-être dans la relation avec un robot. Et effectivement, ça se fait sur la durée
avec de l'apprentissage, et donc un algorithme d'IA qui petit à petit va arriver à faire le bon geste à la bonne vitesse, etc. Et d'ailleurs, quand on se promène ici, on voit qu'il y a certainement des robots qui sont passés à travers ce type d'apprentissage, parce qu'on voit des mouvements qui se font de manière assez souple, quoi. La prise en compte de l'humain dans les algorithmes. Jean-Jacques, on vient de parler de machine learning, de deep learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très schématiquement, très simplement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente, sans rentrer dans les techniques, mais qu'on comprenne un peu, quand on dit que la machine est de l'apprentissage machine, à quoi ça correspond? Machine learning, c'est une partie... Alors le micro bien haut sur le menton. Le machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Et comme le nom il dit, c'est machine learning. L'idée, c'est que vous entraînez la machine et que la machine, elle apprend avec vos données. Alors la chose que vous faites, vous démarrez avec des données. Ça peut être des données de capteurs, ça peut être des données que vous avez dans l'entreprise, de vos clients, de vos produits. Après, vous faites un modèle, vous posez une question, mais le modèle ni l'algorithme, ils ne sont pas parfaits. Après, vous prenez une partie de vos données et vous entraînez votre algorithme. Et l'algorithme commence à comprendre vos données. Il commence à comprendre les détails dans vos données. Après, vous testez ça et après, vous avez un machine learned model. Ça veut dire, les machine learned models, ils sont toujours très liés à vos données précises. Le même modèle ne va pas marcher ailleurs parce que c'est exactement fait pour vos données. Et le challenge, c'est que vous devrez avoir les données digitaux et vous devrez comprendre les données parce que la machine ne va pas comprendre les données si vous ne les comprenez pas. Alors ça, c'est du machine learning. Et il y a beaucoup des applications actuelles qui se font avec du machine learning parce que, comme j'ai dit à l'introduction, il y a maintenant plus en plus des données qu'on peut utiliser pour entraîner les machines. Oui, alors très intéressant ça. Mais quand on parlait d'entraînement des machines, on a vu tout à l'heure entraîner la machine, par exemple, avoir des mouvements qui fonctionnent un peu plus en harmonie avec les hommes, et ça peut être aussi avoir peut-être un peu plus de flexibilité dans une usine. Aujourd'hui, quand on programme un robot, la séquence est quand même assez longue pour la programmation d'un robot. On pourrait accélérer les séquences de programmation des robots, si je comprends bien, avec ces systèmes. C'est correct, oui, on est beaucoup plus flexible dans la réaction, c'est correct. Ouais. Florian, on this topic of machine learning, you have the data in the enterprise. Data are the eyes and the ears of the machine, or the machine in the enterprise. How can they be used by the enterprise? And another question, is that more for the biggest enterprise, the larger enterprise, or is that also available? Can we use that in the smaller one? I think we have to have a look about the detail of the invention of AI in the last years. Before we heard AI is not really fashion new. It's something came from the 80s, but in the last 2 years the pattern recognition was really invented and went better and better. So using AI to have a look on data and see which patterns are there, and this is the thing we can use AI in all sort of companies. We can use it in companies like Orange. We can use it in companies like in carpentry. Yeah, we have a use case done with a little carpentry with less than 10 employees, and there are some AI tools for an automatical knowledge transfer. Yeah, and they capture videos of the production sequences and of interviews, and then we use a speech-to-text tool to get the text of the interviews automatically, and then we are able to translate this text, and we are able to tagging these videos with the best keywords, and so we are able to build automatically a knowledge data center for a small company, for a small carpentry. You mentioned 10 person carpentry company for 10 person. Yeah. But you use artificial intelligence to transfer the knowledge. That's what you're saying. Yeah, yeah.
in this little company, we use AI. We do not invent the AI. Yeah, I think we have to have a different look on it. Yeah, you have mentioned it before. In some companies, they are talking about inventing AI. They're looking for use cases to use this new technology. And then we have another perspective, and there we have some problems, and we can use this AI. Yeah, and I think not on the business side, but on the private side, we are all using AI. Yeah, On our phone. Yeah. Maybe you want to add something, Jean-Jacques? J'aimerais rajouter au point que tu as dit, c'est vraiment la reconnaissance d'image qui a fait des pas énormes dans les derniers temps. Par exemple, nous, on a 200 caméras de surveillance et les caméras sont stupides. Ils prennent une image et quand il y a un accident, on peut voir après l'accident qu'est-ce qui a eu lieu. Mais on a maintenant entraîné ces caméras de reconnaître s'il y a un animal qui passe ou bien s'il y a quelqu'un qui fait un mauvais geste et de lancer une alarme avant que l'accident a lieu. Et je pense que c'est vraiment des cas d'application qu'on n'a pas eu il y a quelques ans parce qu'on n'a pas eu la technologie, on n'a pas eu les algorithmes et on n'a pas eu la puissance numérique, on n'a pas encore parlé, qui a eu un énorme plus dans les dernières années qui fait que c'est possible aujourd'hui de traiter les images à temps réel pour créer des systèmes que je mentionnais qui sont des alertes predictive. Alors, on ne va peut-être pas rentrer tout de suite dans la reconnaissance faciale dans la rue, qui est très polémique, on en parle régulièrement aujourd'hui, sans entrer dans ce genre de choses. Mais quand on parle de reconnaissance d'image, dans une usine, être capable de reconnaître une pièce défectueuse automatiquement, c'est des choses qui peuvent être extrêmement utiles. Mais je voudrais revenir sur la notion du prix. Vous disiez qu'aujourd'hui, c'est accessible à une entreprise de 10 personnes qui est dans la charpente. Donc, non, ce n'est pas la charpente, c'était carpentry, you mentioned. C'est plutôt la tapisserie, ce qui n'a rien à voir avec la charpente. Oui, je pense. The price issue. Yeah, Anybody can use it. Yeah, and I have another point there. First, in the first round, we talking about having optimization of any processes in the companies and using AI therefore. But here we have a different type. We have now a new market model, a new business model, because other carpentries come to this carpentry and say, we want to share or we want to license your knowledge center here. And now this carpentry is selling some knowledge, yeah? So we are able to build new business models with using AI here, yeah? And I think this is a different perspective and different art of thinking to go with the AI in the future here. Oui, allez-y. Guillaume, ça marche, allez-y. Oui, je pense que, en fait, on voit qu'il y a plusieurs types d'acteurs autour de l'intelligence artificielle et qu'il faut peut-être bien voir où chacun se situe. Il y a des gens, moi j'ai un collègue à la recherche de Orange qui est spécialiste de l'intelligence artificielle. Dans ses équipes, il y a des gens qui créent des nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Okay ? Ça, c'est des gens qui travaillent vraiment sur l'algorithmie de l'intelligence artificielle. Bon, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Et moi d'ailleurs, quand ils parlent, au bout de 10 minutes, je vais boire un café parce que je suis perdu. Après, il y a des gens qui utilisent des modèles et des technologies d'intelligence artificielle pour des use cases. Et ça, c'est ce que je fais, moi. Par exemple, dans mon domaine de recherche, je travaille sur l'entreprise numérique, donc les services pour les entreprises en 2025-2030. Moi, je ne crée pas de modèle particulier. En revanche, j'utilise des modèles d'IA qu'il faut ensuite continuer à entraîner pour, par exemple, vous faire en temps réel une carte mentale d'une réunion. Là, maintenant, là, on crée une carte mentale de la réunion que vous pouvez interroger parce qu'on fait du natural language processing, vous pouvez aller chercher les mots à l'intérieur de la réunion devient un objet digital. Ça, ce sont des gens qui utilisent les technologies pour des nouveaux usages. Et puis, il y a les usagers à la fin. Et je pense qu'il ne faut pas imaginer que tout le monde va se situer aux 3 niveaux. Il y a des gens on utilise déjà de l'intelligence artificielle en tant qu'utilisateur
tous les jours en regardant Netflix. Oui. Voilà. Maintenant, donc la question qu'il faut se poser, je pense, pour un industriel, suivant la taille, c'est est-ce que moi, je dois aller développer mes propres use cases, ce qui va nécessiter un certain investissement en temps, etc. Et ça aura un certain coût, parce qu'il faudra avoir des ingénieurs et des ingénieuses qui savent faire ça. Ou alors, est-ce que je comprends à peu près ce que fait l'intelligence artificielle. Moi, je ne vais pas aller faire du développement autour de ça. Moi, je vais aller prendre une solution sur étagère et je vais la former à mon propre contexte. Et ça, effectivement, ce n'est pas des choses qui sont forcément très chères. Moi, je vais vous dire, on s'est développé dans notre labo un petit moteur d'IA qui se met sur Outlook. Et ensuite, vous dites, ça c'est un mail prioritaire pour moi et ça c'est un mail normal. Et il apprend tout seul, selon vos critères de priorité. Donc quand vous recevez 250 mails par jour, ce qui va être mon cas là quand je vais rentrer ce soir, eh ben, je saurai qu'il y en a 50 qui valent vraiment le coup d'être lus et les autres je peux les regarder après. Donc c'est pas mal, ça diminue ma charge mentale. Vous voyez qu'un usage comme ça de l'intelligence artificielle, c'est pas un truc très très coûteux. Il est probable que Orange, on va le donner probablement gratuitement à nos clients B2B parce qu'on va pas aller faire de l'argent là-dessus. Donc voilà, il y a des petits usages de l'intelligence artificielle qui peuvent venir très vite, être très rapidement utilisables à partir de solutions qui se trouvent sur le marché, si on se situe du côté vraiment utilisateur, quoi. Voilà. Donc c'est bien ce qui a changé. Augmentation de la puissance de calcul, augmentation des outils, notamment des outils cloud qu'on peut interroger via Internet, où on peut mettre son modèle sur Internet, etc. Mais surtout, je voudrais revenir sur cette idée avec vous, Nelly, sur cette idée de changer son modèle économique. Ça veut dire que l'entreprise qui fait de la charpente, qu'on a entendu tout à l'heure, elle a entraîné, je parle sous votre contrôle, Florian, elle a entraîné l'intelligence artificielle qu'elle a prise sur étagère, elle l'a entraînée sur ses données internes, mais ensuite elle a pu vendre le modèle et utiliser cette expérience pour en faire une nouvelle ligne de business. C'est un peu l'image que sauf je ne sais pas si vous avez pris un produit sur étagère, mais c'est aussi ça l'intelligence artificielle. Non seulement ça vous donne une capacité à optimiser vos process internes, faire des économies, mais ça ouvre de nouvelles perspectives, parce que quand on est un peu le pionnier avec à la création d'un modèle, eh bien on peut le revendre, si j'ai bien compris. Nelly. Oui, alors chez nous, il y a effectivement les deux modèles également. Ceux qui développent, enfin quand je parlais de Metroscope, c'était des chercheurs effectivement qui sont dans notre R&D, qui ont fait du développement, vraiment du développement. Ouais. Et puis après, on est aussi ouvert sur le monde des startups, on y reviendra peut-être après, pour aller chercher des choses qui se développent à l'extérieur. Je crois qu'il ne faut pas être exclusif, en effet, et puis aller chercher un peu partout là où l'innovation existe. Je voudrais donner d'autres exemples effectivement de transposition pour revenir justement sur ce monde industriel et ce qui peut aider nos collègues industriels dans la vie de tous les jours. Donc j'ai parlé de Metroscope, il y a d'autres exemples comme par exemple le diagnostic le diagnostic d'un grand parc moteur. Alors ça c'est un autre exemple encore. Un autre domaine, vous savez que la motorisation, c'est 70% des consommations d'électricité dans l'industrie, en moyenne. Donc il est extrêmement important d'optimiser ces parcs moteurs et de faire ce qu'il faut pour réduire les consommations. Eh bien, nous avons effectivement, là aussi, c'est notre R&D qui a développé des objets, alors basés sur des choses extrêmement simples, des mesures d'intensité, de puissance, etc. Mais donc ce sont des petits objets de la taille d'un smartphone. Je vous invite à passer sur notre stand, on les présente. Donc là, il n'y a rien d'IA là-dedans. En revanche, là où l'IA intervient, c'est qu'on a mis en place des algorithmes pour traiter la quantité de données qui est effectivement captée et qui permet de diagnostiquer très rapidement un gros parc moteur. Et c'est pour ça que je parlais d'experts augmentés, parce que là où vous passez sur un parc moteur d'une centaine de moteurs, vous avez besoin d'un expert qui y passe plusieurs semaines, et bien là, en fait, avec ce dispositif, avec de l'IA, eh bien, en 2 jours, vous avez votre diagnostic de votre parc moteur que vous pouvez ensuite améliorer. Même chose sur les gros transfos de puissance.
le pilotage et le monitoring des gros transferts de puissance, qui est une pièce essentielle pour un industriel dans sa production. Si vous en avez chez vous, vous savez que c'est le cas. Eh bien, on monitore, et ça on l'a tiré de notre parc aussi, on monitore ces transfos, on analyse toutes ces données qui arrivent en permanence, et on réalise là aussi une aide à la maintenance, une maintenance prévisionnelle donc, de ces transfos, et donc on baisse les coûts. Et donc on revient bien sur cette notion de performance pour l'industriel. Alors, juste, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Jacques ? Parce qu'il y a une question qui est peut-être pour Guillaume. On dit que je n'ai pas bien compris à quelle est la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans la gestion des trajectoires des robots. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Peut-être qu'on n'a pas bien compris tout à l'heure, cette idée. Oui, alors en fait, c'est pas vraiment le terme de trajectoire. C'est plutôt, voilà, imaginez, vous avez un robot qui est ici, moi je suis à côté. Je vais vivre ma vie, je vais faire un certain nombre de gestes, le robot, lui, doit faire un certain nombre de tâches, etc. Qu'est-ce qui fait que ça va bien se passer ? Qu'à un moment, parce qu'il a une tâche à faire, le robot ne va pas d'un seul coup me taper ou s'approcher beaucoup trop près de moi, ce qui ne me plaît pas. Voilà. Donc ça, c'est le genre de sujets qui sont abordés par l'école de cognitique. Donc ça, c'est le sujet qu'ils traitent. Et comment ils le font ? Ils le font justement en enregistrant les datas et en faisant ensuite de l'intelligence artificielle. Pour, à la fin, que en fait, le robot sache que, même s'il veut exécuter tel mouvement, la bonne manière d'exécuter tel mouvement avec quelqu'un qui a telle et telle posture à côté de lui, c'est comme ça. Et ça se passera bien. C'est très, très... on est vraiment dans le soft, mais il faut voir que l'école de cognitique, elle travaille aussi sur comment afficher les données pour un pilote. Là aussi, on est donc dans l'analyse de l'interaction homme-machine. Et dans cette analyse de l'interaction homme-machine, l'IA peut apporter beaucoup. D'accord, non, j'ai bien compris. Il y avait un suivi dans cette question qui dit que l'IA du robot ne retiendra que des gestes répétitifs. Il ne prendra pas des décisions par lui-même. Et ce que vous expliquez justement très clairement, c'est qu'on lui apprend à observer. Alors, cette idée de la machine qui prend des décisions toute seule, souvent on a le fantasme de Terminator, mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus simple aussi que ça. C'est simplement, on apprend à la machine à accepter, à faire attention à l'humain quand elle se déplace. Mais par exemple, si vous vous intéressez aux vidéos du MIT par exemple, vous verrez qu'il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau des robots pour comment réussir à bien prendre un objet. Par exemple, comment prendre une fraise. Il y a eu un petit article qui a été publié d'ailleurs là-dessus. Comment prendre une fraise pour la tirer. Et en fait, ça n'est pas si facile. Et souvent, ce qui permet de faire le geste à la fin, il y a un petit algorithme d'IA derrière, quoi. D'accord. Alors, j'aimerais rebondir sur ça. Avec l'intelligence artificielle, souvent on a des use cases très innovatifs, très nouveaux, où on dit waouh, c'est super qu'on peut faire ça, super, wow, maintenant on est capable de faire quelque chose qu'on n'a jamais pu faire avant. Ça c'est bien. Mais si je regarde mes clients industriels que je travaille avec, je vois qu'il y a encore beaucoup de travail dans des choses très basiques. Il y a beaucoup encore des documents qui se digitalisent maintenant, et après on a un tas de 10 000 product flyers qu'on doit trier, qu'on doit traiter, et ça c'est une tâche manuelle. Et là on peut utiliser du machine learning pour automatiser ça, pour régler ça beaucoup plus rapidement. Alors j'aimerais mettre le point que le AI peut aider à des nouveaux use cases, mais ça peut aussi aider à des tâches qu'on connaît depuis longtemps, le triage des documents, la détection des contrats importantes, alors les tâches répétitives qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut notamment entrer sur cette notion de RPA ? Le RPA, c'est des robots, mais pas au sens Terminator 6PO, ce sont des robots logiciels dont justement la tâche, c'est d'automatiser, grosso modo, ce qu'on fait sur un écran. Quelqu'un qui doit saisir un formulaire, quelqu'un qui doit faire des copier-coller d'une cellule à l'autre. C'est des choses qui sont beaucoup utilisées et ça permet d'automatiser certaines tâches qui sont parfois très réverbatives pour les employés Nelly.
On avait, dans notre ouverture au monde des startups, on avait repéré, alors on quitte un peu le monde de l'industrie, mais vous savez que les gestionnaires de contrats passent 50% de leur temps, paraît-il, à rechercher dans les contrats, enfin souvent des contrats assez importants, les clauses spécifiques, voilà. Et en fait, on avait repéré une start-up qui, grâce à l'IA, permet automatiquement de comprendre les contrats et de rechercher les éléments clés d'un contrat en temps réel, enfin très rapidement. Donc on revient bien à ce que vous dites. Nous, on a aussi, alors sur les moyens internes, on a aussi de l'IA pour gérer automatiquement les mots de passe utilisateurs. Oui. Ça, c'est une tâche relativement sans valeur ajoutée. Et ça se fait, mais on quitte un peu le monde industriel. Oui, bien sûr, mais voilà. c'est des choses que tout le monde, où on a beaucoup de gens qui passent des heures et des heures, et comme vous le disiez, ce n'est pas des tâches à valeur ajoutée. Le directeur informatique ou les équipes informatiques, elles ont mieux à faire que de gérer les réinitialisations de mots de passe, et les gestionnaires de compte, ils ont autre chose à faire que d'aller faire des copier-coller, chercher les conditions particulières. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je veux juste ajouter pour le mot RPA, le robot qui touche l'ordinateur, qui utilise l'application. On a un client dans le cas où il y a un décès, un opérateur doit manipuler 32 applications. 32 applications. Et maintenant, c'est un robot qui fait cette tâche. Il la fait pas très vite. Il la fait à la moitié de la vitesse, mais il tourne 24 sur 24. Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment des et la personne peut faire autre chose, c'est surtout ça qui est intéressant. Les personnes, ils peuvent maintenant se concentrer sur des cas plus compliqués et surtout, ils peuvent passer du temps de consultatif avec les clients. Alors, on a bien vu, il y a des nouveaux business cases à imaginer, avec la reconnaissance des images, avec la programmation des robots, ce genre de choses. Mais bon, ça demande un investissement parfois peut-être un peu lourd, pas pour l'IA toute seule, mais ça veut dire remettre en question des choses qui sont utilisées dans les usines aujourd'hui. Mais il y a aussi des gains très rapides à aller chercher sur des choses beaucoup plus transversales et beaucoup plus rapides avec des outils qui ne sont pas chers. Il y a quand même néanmoins des questions qui reviennent très régulièrement, c'est quels sont les garde-fous? Est-ce qu'on peut faire confiance à une IA? Est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous? Les problèmes de sécurité sur l'IA? Et puis surtout, une question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est pourquoi tout ça mène autant de temps à se déployer? On a dit que c'était pas cher, on a dit que les bénéfices étaient très importants, on a dit qu'on peut avoir des gains, des retours sur investissement qui sont colossaux. Pourquoi il y a autant de temps pour le déploiement? Est-ce qu'il n'y a pas ces questions de risque, ces questions de contrôle, de confiance en matière d'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est complètement décorrélé? Pourquoi ça ne va pas si vite? Il faut être prêt. Donc on reviendra là-dessus, je pense, tout à l'heure. Mais pour la première partie de votre réponse, l'IA, ce sont des données, des algorithmes dans des fermes de serveurs. Donc il n'y a pas plus de risque que ça. En revanche, il peut y avoir un risque que les algorithmes de l'IA ne soient pas transparents, soient biaisés. Donc vous avez vu, tout le monde a vu le cas d'une IA qui a été mise en ligne par Microsoft et qui est devenue raciste au bout d'une semaine, parce que en fait, elle apprenait des utilisateurs et que les utilisateurs ont commencé à raconter n'importe quoi. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est le risque. Précisons ce qui s'est passé exactement. C'était une intelligence artificielle à laquelle Microsoft avait créé cette intelligence pour répondre sur Twitter, pour faire en sorte qu'il y ait le maximum d'engagement sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que l'engagement? Il faut qu'il y ait un maximum de retweets, qu'il y ait des gens qui likent et qui retweetent le message. Et ce qu'elle a appris, c'est qu'elle s'est dit, en étant raciste, j'aurai un maximum de retweets et de likes. Donc c'est super, on est ravis avec ça. On sent que l'humanité a vraiment avancé dans ce cas-là. Alors ce qu'il y a, c'est que ça, il y a une question de fond qui est la transparence des algorithmes d'IA. C'est essentiel parce que si vous utilisez des algorithmes d'IA, par exemple, pour sélectionner des candidats pour rentrer dans une entreprise, vous pouvez être attaqué demain matin par quelqu'un qui dira « mais moi, en fait, j'ai pas été sélectionné parce que votre algorithme… voilà, donc justifier de la manière dont ça fonctionne. » Il y a un travail, il y a un certain nombre de fondations qui commencent à travailler là-dessus. Il y a une organisation qui s'est lancée qui s'appelle Impact IA et qui regroupe beaucoup de grandes entreprises et qui doit réfléchir sur comment expliquer que l'IA s'explique et qui met sur la table la question de l'éthique de l'IA. Donc,
Maintenant, je pense qu'il faut laisser les travaux se faire. Oui, tout le monde est conscient du fait que l'IA pourrait biaiser les choses, mais voilà, on en est conscient et il y a une certaine communauté qui travaille déjà sur ce sujet. Florian, in terms of research, did we make any progress on ethical AI, explicable AI? Did we make any progress? Yeah, the biggest research projects in the European Commission and the European Union in the next 5 years are in the topics of ethical AI and explainable AI. But I think I want to say something which shows the transfer to the company, because in the last 4 years we have done a lot of projects with SMEs and industry partners, and we see where if you have the complete workload of an AI project, it's like an iceberg, yeah? And everything you see above the water, this is AI, and everything under the water is non-AI, but you have to do it to use the AI, yeah? And I think this is something because of this reason, AI is so slow, yeah? Like we have heard in the question, you can I think it's not really slow in the innovation part, but the companies are not ready to use it because the employees have no trust in this technology. And I don't think we have to talk about trust in the AI algorithm. We have to talk about having trust in new technologies to go in an agile way in this new in the future times and using the technology in another way. I think this is the trust we have to talk about. You want to add vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais juste revenir sur le point de la sécurité où on a parlé avant. Et c'est vrai qu'on a parlé au début qu'aujourd'hui c'est possible de faire l'artificial intelligence parce que c'est possible, la technologie nous permet de faire ça, c'est devenu plus rapidement et le stockage des données c'est possible. Et c'est vrai qu'on doit être attentif quand on choisit les solutions, où est-ce que ces solutions stockent quelles données. Parce que c'est vrai, quelquefois ils sont stockés dans un cloud et là on doit être conscient de ça. Et quelquefois on prend une décision pour un produit qui a un autre stockage de données. Et c'est vrai que la sécurité, c'est un des gros critères dont on a choisi, comme mes clients, ils choisissent les technologies. Alors, il y a beaucoup de questions qui s'enchaînent sur des points très précis de l'intelligence. Est-ce qu'on peut, par exemple, moi j'ai vu une question, c'était est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'il y a des recherches sur une IA qui assiste un formateur, un tuteur ou un coach? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce quelle est la différence entre un bot et une IA, ou bien qui est responsable de la décision? Un bot, quelle est la différence entre un bot et une IA, une intelligence artificielle? Qui est responsable de la décision de l'intelligence artificielle, le concepteur ou l'utilisateur? On ne va pas peut-être brosser l'intelligence artificielle dans sa globalité, on va essayer de se recentrer quand même sur l'industrie et sur le monde industriel. On a vu deux choses. On a vu qu'il y a des nouveaux scénarios qui sont envisageables avec des techniques d'apprentissage machine, ce qu'on a vu tout à l'heure pour la maintenance préventive, on essaie d'être très précis, des nouvelles façons de programmer les robots, d'optimiser ces processus internes. On va très loin dans les processus internes, c'est que ce n'est pas simplement dans l'usine elle-même, mais il y a énormément de processus peut-être en amont, peut-être même dans la paperasserie, qui peuvent être aussi automatisés grâce à ces techniques d'intelligence artificielle. Mais ce que je voulais simplement, là, sur lequel je voudrais me concentrer, c'est on voit que c'est un sujet qui est un petit peu passionnant. On ne va pas rentrer sur qui a raison, qui a tort, etc. Mais très concrètement, comment on commence? C'est-à-dire que quand on veut y aller en matière d'intelligence artificielle, par quoi il faut commencer? Maybe I'll start with you, Florian. What are the first steps, the first baby steps, if you want to go and benefit from artificial intelligence? You have to know why won't I use AI, yeah? The why, I think this is the first step. Nowadays it's very popular using AI. You go here around and at every booth you see any stamp with "we use AI, you can buy AI at our company." But I think the first step is really to see the customer journey, to see
why or what problem want I to solve with this technology? So, very important. C'est pas la techno qui est importante, mais d'abord se poser la question du problème qu'on veut résoudre. C'est tout simple, mais souvent les idées les plus simples sont les meilleures. Jean-Jacques? Je peux rebondir sur ça, c'est se poser la question, qu'est-ce que mon client il veut? Qu'est-ce qu'il est prêt à payer, pourquoi? Ça, c'est pour tous les services qu'on déploie vers les clients. C'est très important de se mettre dans la position du client et de se demander qu'est-ce que c'est vraiment voulu du client, pourquoi il est prêt à payer plus. Sur les optimisations de processus internes, ça vaut vraiment le temps à les analyser, à regarder où est-ce qu'on a aujourd'hui des pertes de temps et c'est quoi vraiment le problème fondamental qu'on a. Et après, comme c'était dit là, l'AI c'est juste un outil. Mais de nouveau, l'AI c'est pas une chose, il y a toute une variation d'AI. Ça veut dire on ne peut pas dire ouais, on va maintenant appliquer AI et le problème ça va se résoudre. On doit avoir une bonne description, une bonne connaissance du problème et après un expert de AI peut venir et aider à choisir la propre sous-forme de AI pour aider à résoudre le problème. Donc il y a aussi un commentaire juste qui vient d'être fait. Il faut connaître ces processus d'abord. You have to know your process first. Une fois qu'on connaît ces processus, à partir de ce moment-là, on peut commencer à se poser la question qu'est-ce qu'on veut faire avec ces processus, comment on veut éventuellement, où sont les difficultés et comment on les améliore. Guillaume? Alors ça, je challengerais un petit peu cette idée qu'il faut connaître ces processus. Ah. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été un des promoteurs du réseau social qu'il y a chez Orange. Donc de temps en temps, quand j'ai un break, je regarde tout ce que racontent les gens. Bon, chacun son truc, hein. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui s'occupaient de résolution de problèmes de clients Orange Business Service qui postaient régulièrement sur le réseau social des trucs comme ça. C'était étonnant, quoi. Pourquoi ils utilisent le réseau social pour résoudre un problème client? C'est vrai, ils ont des outils pour ça. Pourquoi? Mais manifestement, les outils ne suffisaient plus et donc ils avaient commencé à utiliser ces process-là. Ils avaient commencé à utiliser ce réseau-là pour communiquer. Donc en fait, les gens s'emparent des processus qui ont été décrits par l'entreprise et en font ce qu'ils veulent. Oui. Ils hackent les process. Mais si vous faites du process mining sémantique, vous allez pouvoir reconstituer les réels processus qui fonctionnent à l'intérieur de votre entreprise et je peux vous assurer que vous ne les connaissez pas et vous allez les voir apparaître sous un jour tout à fait différent et que vous allez pouvoir du coup remettre au carré des règles de sécurité, des règles de performance, etc. etc. Donc je ne suis pas certain qu'on ait forcément à connaître ces processus. Non, en revanche, il y a quelque chose qui n'est pas négociable dans le cas de l'IA, absolument pas négociable. Tout commence avec des données. Si vous n'avez pas de données, pas d'IA. J'ai vu des départements chez Orange qui pensaient que l'IA c'était fabuleux, c'était comme une baguette magique, on allait pouvoir faire des centaines de trucs, etc. Finalement, ils n'ont rien fait du tout. Parce qu'ils n'avaient pas fait leur transformation digitale. Ils n'avaient pas ils n'avaient pas le minimum requis pour pouvoir commencer à faire de l'IA. Et le minimum requis, c'est un modèle numérique. Donc là, on a parlé par exemple des jumeaux numériques, des digital twins dans un cadre industriel. Ah bah oui, si on n'a pas ça, ça va être un petit peu plus difficile. Donc il faut avoir quand même une entreprise ou une industrie relativement digitalisée. Oui. Et au-dessus des données qui sont fournies. Et à partir du moment où on a des données, là, on peut commencer à se poser effectivement cette question de qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que potentiellement je pourrais optimiser, sachant ce que je sais des possibilités de l'IA et sur quoi je me focalise. Et par ailleurs, c'est ce qui est une autre question, qu'est-ce qui pourra être acceptable aussi peut-être par les salariés de l'entreprise? Parce que si vous arrivez un matin en expliquant que vous allez mettre un agent d'IA qui va supprimer 250 postes de travail, il n'est pas certain que ça se passe bien pour vous. Mais si et ça règle pour un l'entreprise problème, en général. Encore une fois, tout dépend de. On ne fait pas ça pour supprimer des postes. Si c'est vraiment un point irritant ou si ça permet d'optimiser les processus ou ça fait des économies formidables et qu'il y a un business, les Américains disent un business case, mais qu'il y a une logique il demeure derrière. Que l'acceptabilité par les salariés est un élément très important de l'IA. De la stratégie en général, pas forcément de l'IA. Oui. D'accord. Alors, justement, Nelly, je vous voyais acquiescer quand on parlait de la transformation numérique. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données avant de démarrer, faire cette transformation numérique d'abord,
Après, on va commencer à regarder les process, mais pas ceux qu'on a écrits, mais ceux qu'on découvre parfois, parce que et donc ça revient encore à ce que vous répétez depuis le début, hein, mettre l'homme au centre et travailler avec l'humain, parce que c'est pas les process qu'on a décidés dans la tour d'ivoire qu'on croit qu'ils sont utilisés sur le terrain. Mais justement, je voulais voir votre expérience chez EDF, Nelly, cette idée des données, de partir des données, de remonter des process, etc. Donnez-nous un peu votre expérience sur cette démarche. Oui, moi je rejoins assez tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut que la transformation numérique soit à l'œuvre, en effet, hein, dans les différents métiers, et pas que globalement, mais que le COMEX soit engagé là-dedans, et puis que dans les différents métiers, en effet, on ait une transformation numérique. Il faut des données, mais ça, moi j'allais dire dans l'industrie, mais on en a plus que moins des données, enfin il y en a énormément, il y en a partout, et il y a plutôt plus de données qu'on n'utilise pas et qu'on n'exploite pas que pas de données, en fait. Et puis après, moi je rejoins assez ce que vous avez dit, il y a le besoin en fait, il y a le use case qui se présente. Et ça, à partir du moment où on a un besoin, et puis après il y a effectivement des chercheurs qui bossent à côté, on doit pouvoir... Je vais vous donner deux autres exemples. On a développé des systèmes, je parlais des flux énergétiques. On a développé des systèmes dans les systèmes insulaires, hein, enfin dans les territoires insulaires, qui prédisent et gèrent un ensemble de technologies que sont la production locale, les flexibilités, la consommation, parce qu'à un moment donné, il y a eu besoin de ça. Parce que dans les systèmes insulaires, à un moment donné, on s'est mis à faire du renouvelable, et puis qu'il a bien fallu gérer la météo, la consommation des gens du territoire, la production locale, les flexibilités, etc. Et nous, on a la conviction, pour revenir à l'industrie, que demain, de plus en plus de sites industriels vont combiner, en fait, sur le volet énergie, hein, vont combiner des achats d'énergie, d'électricité, comme ils le font aujourd'hui au marché, de la production locale, de la gestion des flexibilités, du stockage, et puis leur consommation. Et ça, quelque part, il y a de l'IA derrière l'optimisation de ça. Et c'est bien ce nouveau besoin et ce nouveau business, use case qui a émergé, qui fait que finalement les innovations introduisant de l'IA vont être mises en place avec les chercheurs qui bossent et qui développent des choses, bien sûr, et des startups et tout l'écosystème. Mais c'est bien ce besoin-là qui va tirer en fait ces développements-là. Et puis je vais vous donner un autre exemple, c'est le transport, c'est les véhicules électriques. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de développement de véhicules électriques, peut-être de véhicules autonomes, ça j'en sais rien, mais en tout cas de véhicules électriques, ça c'est sûr. Eh bien, demain, on va essayer on commence à expérimenter des choses, on a commencé à Nice à le mettre en place, ce qu'on appelle le V2G. Le V2G, c'est le Vehicle to Grid, c'est-à-dire en fait la gestion, dans les deux sens, la gestion de la charge des différentes batteries d'une flotte de véhicules, d'un ensemble de véhicules, et dans l'autre sens, l'utilisation de toutes ces batteries disséminées pour appeler en fait l'électricité lorsque le système électrique en a besoin. Ça, c'est du V2G. Ça, il y a de l'IA derrière, parce qu'il y a des monceaux de données et qu'il faut optimiser. Ça, c'est un nouveau use case qui va appeler l'IA à se développer. Alors, ne noyons pas trop, parce que l'IA est dans tout et tout est dans l'IA. Je ne noie pas du tout. Je dis juste que ça tire le développement et l'application. Oui, non, mais j'entends bien, mais juste, je voulais revenir sur cette idée de la donnée, de l'importance de la donnée. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'industrie, on a plus de données qu'on en voudrait, mais toutes les données ne se valent pas. Il y a une question qui se pose justement, comment savoir que toutes ces données disponibles sont correctes, c'est-à-dire que les données que nous fournissons à l'IA sont représentatives de la réalité entre les erreurs de mesure, les erreurs d'interprétation. J'ajouterais même un troisième niveau, j'ai eu un exemple avec un fabricant de tunneliers qui expliquait qu'il avait des données, mais en fait ces données étaient en PDF, parce que les gens écrivaient et numérisaient les papiers. Donc ces données qui sont pour le coup pas exploitables, parce que même si c'est numérique, ça reste des images de texte et pas des chiffres qui sont exploitables par son tunnelier. Donc sur cette question de qualité des données, quelles données sont exploitables, pas exploitables, il y a quand même peut-être tout un travail à faire à l'avance. On ne peut pas juste balancer une intelligence artificielle sur des données comme ça. Qui veut répondre? Oui, je pense que ça c'est un point où j'aimerais ajouter à ce qu'on a dit. On a dit le but c'est important, on a dit les processus, ce qu'on vit c'est important,
les données sont importantes. Et je voulais ajouter que c'est justement ça. C'est important qu'on a des données de bonne qualité. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des données d'excellente qualité, mais si on a des sensors partout et on collecte n'importe quoi, on ne peut rien faire avec ça. Et deuxième chose, on doit avoir une compréhension des données. Et ça, souvent dans mes cas où j'ai avec mes clients, les clients, ils récoltent des données et ils essayent que le robot, il trouve quelque chose dans les données, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire ces données. Et ça ne marche pas. Alors on doit avoir une bonne connaissance des données, une bonne maîtrise des données pour aider à l'assistance virtuelle, à machine learning, de comprendre ces données. Mais comment on fait? Dans les derniers temps, il y a tout un domaine dans la science de la computer science qui a évolué, c'est la gestion des données. Alors il y a des standards qu'on peut regarder, il y a des standards classiques qui aident à des petites, moyennes entreprises à mettre en place comment on doit traiter les données, c'est quoi les processus, c'est quoi la gouvernance des données qu'on doit mettre en place pour justement traiter ces données bien. J'ai des clients qui ont beaucoup de données, après ils essayent de faire quelque chose avec les données, mais personne gère les données. Alors vous pourriez imaginer que la qualité, elle n'est pas bonne et personne ne peut rien faire avec ces données. Alors, mais je pense que c'est intéressant comme question parce que finalement, ça remet l'humain là encore au centre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la connaissance métier pour pouvoir dire ça c'est une donnée qui est valable et ça peut-être pas. Et ensuite, comment ça marche pour nourrir l'IA, il faut annoter, hein, c'est ce qu'on appelle l'annotation. On va dire cette donnée elle est de bonne qualité, celle-là bof, on n'est pas trop sûr, et après on voit comment l'IA décide de prendre en compte les bonnes données et les moins bonnes, etc. Et puis elle peut d'ailleurs apprendre comme ça pour les données qui viendront, les données futures, celles qui semblent être des bonnes et celles qui semblent être des pas bonnes. Mais ça ne veut pas dire, en revanche, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est que dans l'IA, comme dans n'importe quel choix qui est fait, n'importe quelle décision qui est calculée de manière algorithmique, c'est l'humain qui décide ou pas de déléguer la décision au système. Oui. Et on ne peut pas échapper à cette responsabilité. Oui, exactement, ça reste dans les mains de l'humain. Oui. Alors justement, mais sur cette qualité de données, comment on dit que la donnée est bonne et pas bonne? J'aime beaucoup votre image d'Outlook où je dis ce mail est important et ce mail n'est pas important. C'est moi l'expert et c'est moi qui enseigne à l'IA. Mais dans les entreprises, il y a beaucoup de PME sur le territoire. On n'a pas toujours, on a un expert métier, mais comment on fait en sorte que cet expert métier soit capable d'annoter si c'est un ah oui, alors oui, en effet. Non, mais si c'est un expert métier, si vous avez l'expert métier, comment on fait la transition vous avez la entre l'expert métier et celui qui est capable de. Ce qui va peut-être être compliqué, c'est d'expliquer. Oui. Non, mais ça, c'est sûr que dans la transformation, il y aura peut-être un moment où ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir aller prendre, je sais pas moi, un agriculteur qui passe sa moissonneuse-batteuse tout le temps. Et le faire bosser dans un bureau ensuite pendant plusieurs mois en lui disant bon alors en fait tu vois là, toutes les données qui ont été remontées de tous les champs là dans ce coin-là, il y en a qui doivent être bonnes et il y en a, oui, mais si c'est lui qui est expert, vous n'aurez pas le choix, hein. Il y a un moment où il faudra passer par là. Alors voilà, donc c'est ça vraiment la connaissance métier, et donc le cœur de l'expertise, ce sont les humains qui l'ont. La qualité des données fait la qualité de l'IA. Vous vouliez réagir, Florian et Jean. Yeah, at our research center we have a little joke at this, and we say excellent data of all the weather sensors of this building will not bring you the results of the next football game in the next week. Yeah, so the quality of the data is one thing, but with the perspective of the industry, I think it is really necessary that we bring the knowledge of the workers at the machines in a semantic way, or combine it in a semantic way with the data of the sensors there. And then we will have very good data which we can use in a fast way for our algorithms, for our models, and have not just the weather dates, then we have the results of the next football game of our machine there. Vous avez demandé comment démarrer, on a parlé maintenant de la qualité des données. De mon expérience, je vois que c'est très simple d'optimiser des processus, des tâches répétitives.
Parce que là, on a les experts qui sachent comment classifier des choses, comment récolter des données. Là, l'application du AI, c'est beaucoup plus simple que si on va dans les nouveaux domaines où les experts sont très fins, on n'a pas beaucoup d'experts et on a aussi un petit peu besoin de l'innovation pour comprendre les données. Alors justement, toujours, moi je vais continuer sur cette partie. Où il y a eu beaucoup de questions sur justement la façon de capitaliser sur l'expérience et les métiers via l'intelligence artificielle, les collaborateurs évidemment, parce que quand on parlait de tâches extrêmement répétitives, c'est monsieur et madame collaborateur qui connaît ces points de friction qu'il a au quotidien. Plus globalement, comment on se fait accompagner, comment on se fait aider pour y aller quand on est une PME justement. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez donné cet exemple, you gave this example on the carpentry small enterprise. How do you get help? How you get there? Because you're not a specialist. You don't have maybe the people inside that can master this technology. How you get there? How do you get? In the most SMEs, we have the case we are talking before. You have to know the processes here, and then you have to build a team with employees of each plane in the company, so that there's really an atmosphere of trust and not an atmosphere of fear. In my opinion, if we want to have an innovation with AI, we need an atmosphere of trust, of bringing some good perspective to the company, and then you have to go sometimes with the machine experts to the machines, to the sensors, so that they are able to classify the data you will earn for the later processes. Toujours cette idée de comment se fait accompagner quand on n'a pas les compétences. Si on connaît le but, si on connaît les processus documentés, pas documentés, mais on sait où sont les désavantages des processus actuels, si on sait si on connaît les données qu'on a récoltées, à ce point-là, on peut se conseiller avec des experts du machine learning. Ça, c'est le moment où on peut contacter des experts et ils peuvent travailler avec vous. Avant ça, c'est dur on les trouve où, ces experts? Alors, oui, il y en a un sur la scène. Non, mais, et en fait, ce qu'il y a, c'est que si on prend un peu de recul, il y a 3-4 ans, l'IA, c'était une histoire d'experts. Donc, mon collègue là, qui fait des nouveaux algos d'IA, très bien, on est content pour lui, c'est parfait. C'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que maintenant, moi qui ai pas mal d'ingénieurs qui bossent en recherche, je peux utiliser déjà des solutions qu'il a fournies. Mais une entreprise lambda, elle peut aller sur le marché et voir auprès d'entreprises qui font du conseil en technologie. Ça y est, ça commence à avoir, il peut y avoir un accompagnement sur du machine learning, sur des choses. On parle bien de PME, de PME du territoire. Oui, absolument. Donc ça a commencé quand même à se diffuser, l'intelligence artificielle. Alors évidemment, si vous voulez absolument aller doser IBM dans des concours internationaux, non. Je pense que ça, c'est pas la peine. Mais parce que ça, Orange le fait très bien, donc ça nous va. Mais sinon, pour vraiment une utilisation assez spécifique de l'IA, de reconnaissance d'image, là, il y a plein de gens qui vendent des trucs de reconnaissance d'image, d'analyse de l'image, etc. Ça, c'est sur le marché maintenant. Et on ne parle pas de centaines de milliers d'euros. Pour déployer des solutions, c'est quelques dizaines de milliers. Nelly, il y a une autre solution aussi, c'est de faire de l'innovation ouverte, comme on dit, et travailler avec les startups. Oui, alors moi juste... C'est ce que fait EDF. Oui, alors juste sur le volet énergie, par rapport aux PME, à votre question sur les PME. Donc, essayons d'être plus large que l'énergie. Industriel plus globalement, comment on se fait aider pour aller... Moi, je parle de ce que je connais. Oui, mais vous avez beaucoup de startups, vous avez un programme Pulse qui est formidable pour accompagner, pour Absolument. utiliser les startups. Oui, tout à fait, mais je voulais juste répondre à votre première question et puis j'y viens sur les startups. Simplement sur le domaine de l'énergie, quand on accompagne des clients, alors qu'ils soient PME, grandes entreprises ou très grandes, je voulais juste dire qu'on accompagne avec des outils logiciels dont on a parlé, mais aussi des experts.
C'est-à-dire qu'on ne dissocie jamais, on l'a dit plusieurs fois, on ne dit pas, ben voilà, un logiciel, ça va tout faire. On accompagne toujours le client avec une expertise qui va travailler avec les gens du métier. Alors maintenant, je réponds sur votre question sur les startups. Alors effectivement, nous, on est, comme beaucoup de grands groupes, je pense, pas mal ouvert sur le monde des startups. Donc notre R&D est ouverte sur le monde des startups. Elle est en contact avec plus d'1 millier de startups. Nous avons une entité qui s'appelle Pulse Croissance, qui a pour vocation à incuber des idées. D'ailleurs, Metroscope est né de là. Et qui est en contact également avec des startups. Nous avons une petite entité de la R&D qui est en Silicon Valley, qui est là pour effectivement capter cet univers bouillonnant de la Silicon Valley sur le sujet. Et donc, effectivement, on a un prix que vous connaissez, un prix Pulse, qui est ouvert effectivement aux startups et qui permet de capter des innovations, alors dans le domaine de l'énergie ou pas d'ailleurs. Tout à l'heure, je parlais de cette histoire de gestion des contrats. C'est une startup qui est issue de là. Il y a des innovations dans le domaine des drones, etc. Et donc, effectivement, cette ouverture sur le monde des startups, plus la R&D interne, permet, plus les directions numériques qui sont dans les métiers, permet en effet de mettre en place l'IA. Mais moi, je crois très profondément qu'on ne peut pas faire des choses de manière cloisonnée hors métier et qu'il faut absolument qu'il y ait un lien avec les métiers parce que les experts, les sachants, les techniciens d'un métier, ils sont dans les métiers, ils sont dans la production, ils sont dans l'usine, ils sont sur les plateaux clients, quand il s'agit de plateaux clients, ils sont dans leur métier et c'est bien c'est une évidence que de dire ça. Mais on peut faire beaucoup d'erreurs en séparant les mondes et en ne les faisant pas travailler ensemble. Donc je crois vraiment qu'il faut effectivement faire rejoindre le monde de la recherche et des startups et les métiers de l'industrie ou des plateaux clients ou que sais-je pour développer l'IA sur le métier. Parce on parle évidemment des grands groupes, mais les startups travaillent aussi avec les PME et souvent ça va beaucoup plus vite. Elles ont de la technologie de pointe, mais elles n'ont pas de terrain de jeu, elles n'ont pas de terrain métier sur lesquels elles peuvent appliquer leur technologie parfois extrêmement pointue. Un autre levier, quand on n'a pas forcément les compétences en interne, c'est l'académique. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire appel à des chercheurs, des thésards qui vont faire leur thèse dans votre entreprise. Donc des gens qui sont des data scientists, qui sont des spécialistes, qui vont venir dans votre entreprise et qui vont financés par des programmes de l'État. Et donc vous avez quelqu'un qui a des très très bonnes compétences en numérique qui peut vous aider. C'est aussi des leviers qui sont importants. Alors il y a une question qui justement continue sur cette thématique. Ok, pour impliquer les métiers qui savent quelle donnée est bonne et quelle donnée ne l'est pas, mais n'est-ce pas précisément le moment là où les collaborateurs peuvent avoir peur ensuite de se faire remplacer? Parce que dès qu'on parle intelligence artificielle, il y a toujours ce spectre du robot qui remplace l'homme, de l'automatisation qui supprime les emplois. Comment on fait pour impliquer les équipes et pas qu'elles aient peur? Quelqu'un avait parlé tout à l'heure de transparence et de bienveillance. Alors, nous, dans les projets où on a optimisé les processus, RPA, j'ai parlé avant, ou bien optimisation, c'est toujours la question, c'est la peur des gens qu'après on va optimiser leur place, on va éliminer leur place. Alors, une bonne pratique que nous on conseille, c'est de combiner un projet d'optimisation aussi avec un HR project, Human Resources project, pour regarder que ces gens, on les met dans les tâches plus compliquées qu'aujourd'hui on n'a pas le temps pour les faire. Et ça, on a fait avec succès sur ce projet de RPA. On a éliminé des places de travail, mais dans le même temps, on a entraîné ces gens pour traiter des cas beaucoup plus compliqués qu'ils n'ont pas pu faire avant. Ouais. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique. Ça donne une perspective aux gens, ça donne un service additionnel à les entreprises et ça aide quand même à optimiser le total. Donc on jouait sur les irritants principaux et du coup on implique les équipes, on leur montre que le RPA, le robot logiciel, va permettre d'automatiser des tâches qui les gênent et du coup on les prend avec soi. On sait que ça va simplifier leur travail. Il y a quand même cette question aussi, c'est bien, je vais avoir plus de temps, mais est-ce que ce plus de temps, c'est peut-être qu'on va supprimer, on est trois à faire le poste parce qu'on sait que c'est irritant, on peut peut-être supprimer un poste à ce moment-là. Comment on gère ça? Parce que l'intérêt vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des tâches qui sont extrêmement répétitives, extrêmement laborieuses. Du coup, on met plus de personnel. Si on arrive à les simplifier, les gens qui les font sont ravis parce qu'ils prennent moins de temps, mais peut-être qu'il y a besoin de moins de gens après.
Oui, mais Il faut les accompagner. Sur ces projets, on était interdit de dire on élimine les places de travail, on fait un changement de rôle. D'accord. Ça veut dire, et on était censé vraiment, c'était pas seulement du blabla, dans le business case de l'optimisation, on avait aussi un levier qui était de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec les gens pour aussi aider à l'optimisation. Alors c'est ça que je pense, c'est le good practice, c'est pas seulement optimiser les places de travail, mais aussi réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce potentiel, parce que ces gens, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les 70% des cas qu'on ne va pas optimiser, alors il y a un potentiel à saisir. Et dans les companies, nous on a fait ça avec du succès, on a vu qu'ils combinent ces deux aspects, optimiser les places de travail, mais en même temps, prennent vraiment des réflexions, comment on va utiliser cette nouvelle capacité pour aussi de nouveau faire quelque chose qu'on n'a pas pu faire avant. Alors, peut-être une question sur l'Europe, plus globalement. Alors, on était très pratico-pratique, mais il y a une question qui remonte un petit peu. Est-ce qu'on oppose souvent Europe, intelligence artificielle, et le fameux RGPD? Le RGPD, c'est le règlement européen sur la protection des données. Grosso modo, c'est l'utilisateur a le droit de faire ce qu'il veut et c'est lui qui maîtrise ses données, alors que pendant longtemps, c'était le fournisseur qui maîtrisait les données de l'utilisateur. Est-ce que, justement, le fait que l'Europe ait ce fameux RGPD, ça ne va pas ralentir l'intelligence artificielle qui, elle, se nourrit des données? Puisque ces données sont moins accessibles. Enfin, si quelqu'un prend le micro pour dire que ça accélère l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, c'est évident que ça freine considérablement. Moi, je pense que je passe probablement un quart de mon temps de travail à monter des dossiers avec la direction juridique pour pouvoir aller traiter, par exemple, ce que je vous disais, là, un algorithme d'IA qui permettrait d'identifier les flux de logistique sur toute la France à partir des données de signalisation du réseau Orange. Et ça, on pourrait les fournir aux gens qui travaillent sur la logistique afin d'optimiser les flux de logistique et de baisser les émissions de CO2. La logistique, c'est 25% des émissions de CO2. Donc en fait, on va donner ça gratuitement une fois qu'on l'aura fait. Mais il va falloir se battre comme des malades pour pouvoir faire quelque chose qui est vraiment pour le bien commun. Ah oui, mais n'empêche que, qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas aller vendre ça à la NSA? Oui, en effet, c'est une bonne question. Mais d'ailleurs, peut-être que la NSA aurait des solutions, qui sait. Ça sera encore plus rigolo. Non, mais bien sûr, on est confronté à ce problème tous les jours. Moi, j'ai au moins 3 chefs de projet qui ont dans les tuyaux des trucs comme ça. Et ça ralentit. Bon, il y a quand même plutôt de la lumière au bout du tunnel, au sens où les petits groupes d'Allemands là, qui avaient été à l'origine de la RGPD commencent à trouver que c'est peut-être allé on a peut-être fait un petit peu too much, en particulier pour les chercheurs. On va rajouter des exceptions pour les chercheurs. Que du coup, oui, et c'est l'autorité de régulation britannique qui avait commencé à dire il y a 2 ans, ah ouais, mais nous pour la recherche, on va faire un truc à part. Parce que les chercheurs, ils ont besoin de chercher, quoi. Et puis parfois, en plus, avec la RGPD, par exemple, c'est très simple. On vous demande de justifier les données que vous utilisez, les traitements que vous allez faire et la finalité. Mais dans le cas de la recherche, parfois, vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Alors du coup, on fait quoi? On dit quoi? Ça n'a pas été prévu. Mais je pense que l'Europe va probablement faire évoluer les choses pour ne pas j'allais dire, ralentir excessivement, quoi. Florian, sur... on this idea of RGPD, GPDR, which might hinder the development of artificial intelligence because you cannot do whatever you want with the data. Is that something you're... And I can give you a look at the German situation and European situation. In Germany, we have sharing economy here with research data, anonymized research data, and last week at a stakeholder forum in Madrid, we decided to build an European network for sharing data for AI research. Yeah, and so I think we will have there now a position to have a bigger amount of data, but you're right. It's not actual data from customers. It's anonymized data from the last years. Yeah, but I think
it's the best what we can do with this situation now. Alors justement, moi, pour conclure un peu cette table ronde, les données sont évidemment le moteur de l'intelligence artificielle. Donc si on n'a pas fait sa transition digitale, on ne peut même pas imaginer, rêver de tirer un bénéfice de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut d'abord connaître, il faut avoir une idée, il faut avoir un objectif. On ne met pas de la technologie d'abord en se disant « tiens, je vais mettre la techno, ça va régler l'ensemble de mes problèmes ». Il faut avoir une idée, un problème à résoudre. Pour ça, il faut connaître ses processus. Et quand on connaît ces processus, l'avantage, c'est qu'on peut aller sur les irritants, s'intéresser qu'aux points irritants, travailler avec des collaborateurs, travailler avec les experts métiers pour dire là, on a un souci, là, on perd du temps, là, on pourrait optimiser et c'est à partir de ce moment-là qu'on va tirer des bénéfices de l'intelligence artificielle. Vous expliquez que l'humain est extrêmement critique dans ce processus parce que justement, les process qu'on a pensés d'en haut ne sont peut-être pas utilisés comme on l'imagine en bas. Et que justement, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle travaille avec cet humain. Elle n'est pas là pour le remplacer, mais elle est là pour l'augmenter, pour améliorer, pour le mettre en plus en sécurité. On en parlait tout à l'heure, mais pour améliorer les irritants qu'il y a dans l'entreprise. Et l'importance de cette expertise dont vous avez rappelé, Nelly, c'est qu'il n'y a pas simplement la techno, il y a aussi l'accompagnement qui se fait autour, l'expertise métier. Alors, parfois, elle est en interne, mais parfois, quand on a un industriel ou un fournisseur de services qui peut arriver parce qu'il a déjà mangé, les Américains disent manger sa propre allez, en français, on dit boire son propre champagne. Donc, quand on fabrique du champagne et qu'on le boit, eh bien après, on peut expliquer aux autres. Si vous avez mis les choses en place en interne, vous pouvez après expliquer aux autres avec vos experts métiers. Parce que tout ça, derrière, on a beau parler artificiel, intelligence, etc., il reste l'humain, la compétence, l'expertise et le métier. Et ça, c'est pas demain que ça sera artificiel, ça sera toujours bien réel et toujours bien humain. Merci beaucoup à tous mes camarades de jeu. Je rappelle qui est autour de la table ronde. On avait Jacques Pittet, Guillaume Tardivaux, Nelly Recrosio, Florian Moher. Merci pour vos interventions. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans une 45-50 minutes à 16h30. On va parler cette fois-ci du collaborateur 4.0. Comment on fait de l'attractivité, comment on fait revenir les jeunes, comment on forme les personnalités actuelles pour faire en sorte que l'industrie redevienne attractive pour le territoire. À tout à l'heure, 16h30. Merci.